de l'indifférence. Le syllogisme hypothétique est chose indifférente. Le jugement qu'on porte sur lui ne l'est pas, mais il est ou une connaissance vraie, ou une opinion, ou une erreur. La vie de même est indifférente, mais l'usage qu'on en fait ne l'est pas. Par conséquent, quand on vient vous dire que ces choses-là aussi sont indifférentes, ne vous laissez pas aller à l'insouciance, et d'autre part, quand on vient vous exhorter à la vigilance, gardez-vous de sentiments vils, et ne vous en laissez pas imposer par les objets. Il est bon de prendre conscience de la préparation que l'on a et de sa capacité, afin que, là où l'on n'est pas prêt, on reste en paix sans se plaindre si d'autres dans ce domaine vous sont supérieurs. Car, de ton côté, en fait de syllogisme, tu t'estimeras bien supérieur à eux, et s'ils s'en plaignent, tu les consoleras, en leur disant « Moi, j'ai appris, pas vous ». De même aussi, dans les cas où l'exercice est requis, ne recherche pas l'avantage qu'il peut procurer, mais laisse-le aux gens qui se sont longuement exercés, et pour toi, contente-toi de conserver la fermeté d'âme. Va saluer un tel. Je le salue. Comment? Sans bassesse. Mais on t'a fermé la porte au nez. Comme je n'ai pas appris à entrer par la fenêtre, quand je trouve la porte fermée, je suis obligé ou de m'en aller ou de passer par la fenêtre. Mais encore, parle-lui. Je lui parle. De quelle manière? Sans bassesse. Or, tu n'as rien obtenu. Était-ce donc là ton affaire à toi? Non, mais la sienne. Pourquoi dès lors vouloir t'arroger ce qui appartient à un autre? Souviens-toi toujours de ce qui est à toi et de ce qui est aux autres, et tu n'éprouveras aucun trouble. Chrysippe avait donc bien raison de dire « Tant que les conséquences restent pour moi obscures, je m'attache toujours à ce qui est plus apte à me procurer les biens conformes à la nature, car Dieu même, en me créant, m'en a laissé le libre choix. Mais si je savais vraiment que la maladie a été décrétée pour moi maintenant par le destin, c'est même avec ferveur que je l'accepterais. Le pied, lui aussi, s'il avait l'intelligence, irait avec ferveur se plonger dans la boue. Pourquoi, par exemple, les épis germent-ils? N'est-ce pas pour mûrir? Et s'ils mûrissent, n'est-ce pas aussi pour être moissonnés? Lorsqu'ils germent, en effet, ils n'ont point atteint leur perfection. Si donc ils avaient le sentiment, devraient-ils supplier de ne jamais être moissonnés? Mais c'est une malédiction pour des épis que de ne jamais être moissonnés. Sachez aussi que pour des hommes, c'est une malédiction de ne pas mourir. C'est la même chose que de ne pas venir à maturité, que de ne pas être moissonnés. Et nous les mêmes qui devons être moissonnés et qui avons de plus conscience de ce fait que nous sommes moissonnés, nous nous affligeons de cela. C'est que nous ne savons pas qui nous sommes, et nous ne sommes pas instruits de ce qui concerne l'homme, comme les écuyers s'instruisent de ce qui concerne les chevaux. Voyez Chrysantas, sur le point de battre l'ennemi, il entendit la trompette sonner le rappel, et il s'arrêta. Il jugea ainsi bien meilleur d'accomplir la volonté du général que la sienne propre. Et nul d'entre nous ne consent, pas même si la nécessité l'appelle, à lui obéir de bon cœur, mais c'est avec des larmes et des gémissements que nous subissons notre sort, et nous appelons cela de dures circonstances. Quelles circonstances, homme? Si tu appelles ainsi ce qui t'environne, tout est circonstance, mais si tu entends par là des événements déplaisants, qu'y a-t-il de déplaisant à ce que tout ce qui est né périsse? Mais l'instrument de destruction est une épée, ou une roue, ou la mer, ou une tuile, ou un tyran. Que t'importe la voie par laquelle tu dois descendre chez Hadès? Toutes sont égales. Mais si tu veux écouter la vérité, la plus brève est celle par laquelle vous expédie le tyran. Jamais aucun tyran n'a mis 6 mois pour égorger un homme, tandis que la fièvre
prend souvent même une année, vain bruit que tout cela, pure logomachie. Je risque ma tête auprès de César. Et moi, je ne la risque pas, moi qui habite Nicomédie où il y a tant de tremblements de terre. Et toi-même, quand tu navigues sur l'Adriatique, que risques-tu? N'est-ce point ta tête? Mais je risque aussi ma pensée. La tienne? Comment? Qui donc peut t'obliger à penser autrement que tu ne veux? La pensée des autres? Et quel risque peux-tu courir, toi, si les autres se trompent? Mais je risque l'exil. Qu'est-ce que l'exil? C'est être partout ailleurs qu'à Rome? Oui, mais quoi, si on m'envoie à Gyara? Si cela fait ton affaire, tu iras. Sinon, tu as un endroit où tu peux aller, au lieu de Gyara, et où il ira lui aussi, mais qu'il le veuille ou non, celui qui t'envoie à Gyara. Pourquoi donc partir comme s'il s'agissait d'affronter de grands périls? C'est bien au-dessous de toute ta préparation, en sorte qu'un jeune homme généreux pourrait dire « Vraiment, ce n'était pas la peine d'écouter tant de leçons, d'écrire tant de dissertations, de rester si longtemps assis auprès d'un petit vieux qui n'avait pas une telle valeur. Rappelle-toi seulement cette distinction qui délimite ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Ne prétends jamais t'arroger quoi que ce soit qui appartienne aux autres. Une tribune et une prison sont toutes deux une place, l'une élevée, l'autre basse. Mais la personne morale peut être maintenue égale à elle-même si tu veux la maintenir telle à l'une ou l'autre place. Et alors nous serons des émules de Socrate, quand nous pourrons, en prison, écrire des péans. Mais tels que nous avons été jusqu'à cette heure, vois si nous aurions supporté qu'on vînt nous dire dans la prison « Veux-tu que je te dise des péans ?» Que viens-tu m'ennuyer? Ne sais-tu pas le malheur qui m'arrive dans les circonstances présentes? Est-ce possible? Mais quel donc? Je vais mourir. Et les autres hommes sont-ils immortels?